Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble. Bonjour à tous, amis. Aujourd'hui, un nouveau webinaire. Vous êtes avec Aeronova. Je m'appelle Fiodor, directeur technique de l'entreprise. Aujourd'hui, je vais donner une conférence. Nous allons encore une fois rappeler ce que nous faisons, à quelle étape nous en sommes et quels appareils nous développons. Si vous m'entendez et me voyez bien, manifestez-vous pour que les techniciens sachent que tout fonctionne. Nous sommes en plein milieu de l'été aujourd'hui. Si vous vous souvenez, nous avons annoncé ce projet à la fin de l'été. Il ne reste plus beaucoup de temps, notre projet va bientôt fêter sa première année. On peut donc déjà faire un premier bilan de ce que nous avons accompli en un an. C'est ce que nous allons faire maintenant. Oui, on me dit que tout est nickel. Les amis, encore une fois, si vous vous souvenez, nous nous sommes lancés dans un projet ambitieux, recréer une technologie et bâtir une industrie basée sur cette technologie. Il s'agit de l'aérostation, des dirigeables. L'objectif du projet est de construire, en 5 ans, un système durable, une entreprise pérenne, qui s'occupera du développement complet, de la conception détaillée, de la mise en production effective, de la fabrication minutieuse et de l'exploitation opérationnelle. Exploitation commerciale et vente des produits, accompagnement attentif des clients futurs et expansion stratégique de l'entreprise. Les objectifs sont ambitieux. Tout cela repose sur les dirigeables. Nous avons choisi une stratégie, partir d'un petit dirigeable, puis augmenter progressivement sa taille et sa complexité pour arriver à des modèles plus grands. Cela nous a vraiment beaucoup apporté, car ceux qui se lancent directement dans le développement d'un grand dirigeable, on peut regarder l'expérience mondiale. Il s'avère que construire tout de suite un grand et complexe dirigeable demande beaucoup d'efforts considérables, c'est vraiment compliqué, et des erreurs initiales commises au tout début peuvent, après quelques années, entraîner des problèmes majeurs qui obligent à revenir très loin en arrière dans le processus de développement. Le premier dirigeable, que nous avons estimé, selon l'avis d'experts, comme étant susceptible d'être demandé sur le marché, mais sans retour clair du marché pour l'instant, nous l'avons choisi avec un volume de 2000 m3. Cela signifie que ce dirigeable est rempli de 2000 m3 d'hélium. Chaque mètre cube d'hélium soulève 1 kg, ce qui fait un total de 2000 kg de force de levage. Oui, 2000. 2 tonnes, mais il faut soustraire le poids du dirigeable lui-même, et il reste une charge utile d'environ 500 kg. On obtient un peu plus. Les dirigeables se divisent en souples, semi-rigides et rigides. Cela signifie que la coque même du dirigeable, cette partie la plus grande, est soit faite d'un matériau souple, soit du même matériau souple mais avec une petite armature à l'intérieur. C'est selon ce schéma que les Zeppelins allemands sont actuellement fabriqués. Il y a une structure triangulaire à l'intérieur et à l'extérieur une enveloppe souple. Les moteurs sont placés sur la structure triangulaire. C'est ce qu'on appelle semi-rigide et rigide. C'est un peu comme ces épines, le Grasshopper. En réalité,
il y en a eu énormément de rigides, près d'une centaine de modèles différents, rien que chez Epine. Les dirigeables rigides, c'est une structure rigide avec un revêtement pour l'aérodynamisme et à l'intérieur se trouvent des sacs de gaz porteurs. Et justement, c'est vers les dirigeables rigides que nous visons à passer en commençant par fabriquer des souples, voilà, 2000 m3, 8000, et ensuite c'est déjà défini. Ensuite, avec 35 000 m3 de gaz porteur, à partir de ce volume, on peut déjà fabriquer un dirigeable rigide. Parce qu'on ne peut pas en faire un petit, puisque l'enveloppe, elle pèse quand même quelque chose, une enveloppe rigide pèse lourd, donc il ne décollera tout simplement pas, la force de portance de l'hélium ne suffira pas. Mais la surface de l'enveloppe croît au carré, le volume croît au cube, et comme le volume croît au cube, à partir d'un certain volume, les forces aérostatiques deviennent bien supérieures à la masse de cette surface, et il devient alors possible de fabriquer des dirigeables rigides. Le premier dirigeable, que nous avons appelé Nova 2 à ce stade, passe déjà à la phase de production. Mais si vous suivez le projet, vous savez que nous volons déjà avec un petit modèle. Nous l'avons appelé Nova 01. Il fait 130 m3, c'est un petit dirigeable. C'est une copie dynamique du dirigeable Nova 2. Laissez-moi vous les montrer. Donc, le tout premier que nous avons ici, c'est ce petit dirigeable de 130 m3. Nous l'avons appelé Nova 01, c'est une copie dynamique et très fidèle du dirigeable Nova 2, qui est un modèle plus grand et plus avancé, et qui sert de référence pour nos recherches. Et voici le tout premier dirigeable véritablement sérieux de la gamme, un modèle impressionnant et performant. Il fait 2000 m3. Il s'appelle Nova 2. Nous avons déjà volé sur le Nova 01. Vous avez vu nos vols à Novinky. Merci à cet aérodrome, merci aux propriétaires du hangar de nous avoir accueillis. Nous y avons volé pendant tout un mois. Qu'est-ce que nous y testions? Ce n'était pas seulement une copie dynamique de cet appareil. Une copie dynamique, cela signifie que, par exemple, les rapports entre la traînée frontale et la poussée du moteur, la surface de l'empennage, ces proportions sont conservées. Mais elles sont réduites à une échelle plus petite afin de comprendre les caractéristiques dynamiques et le comportement aérodynamique de ce dirigeable. Break time égale 0.5 s. En plus, il y a la configuration elle-même. Le Nova 2 est spécifiquement construit selon un schéma où il possède un seul moteur principal, deux hélices principales qui reçoivent leur poussée motrice de ce moteur unique. Tout cela se trouve sur une transmission pivotante, c'est-à-dire que nos hélices tournent en redirigeant la poussée. Autrement dit, il peut orienter les hélices pour une poussée verticale et monter verticalement, puis tourner pour voler vers l'avant. Ici, c'est exactement le même schéma. C'est donc une copie conforme de l'original. Et il y a un dispositif de gouverne arrière pour manœuvrer à basse vitesse. À des vitesses supérieures à environ 40 km/h, l'empennage arrière s'active, ainsi que les gouvernes du dirigeable. Grâce aux gouvernes, il peut diriger sa trajectoire. Tout cela est conservé sur le modèle réduit, et dans le dirigeable, c'est le système de contrôle, c'est-à-dire l'ordinateur, qui gère tout cela. Et ce logiciel, l'ordinateur lui-même, le contrôleur de vol, le logiciel pour le contrôleur de vol, le logiciel de supervision, c'est un programme séparé, grâce auquel un pilote à distance ou un opérateur peut se connecter au dirigeable. Nous avons créé tout cela, en fait, il y a à peine un mois, vous pouvez compter à partir d'où. Et maintenant, nous testons activement tout cela sur ce dirigeable. Les vidéos que vous avez vues, la plupart du temps, nous volions en mode de pilotage manuel. Mais le système de contrôle lui-même, ou plus précisément, l'ordinateur, le contrôleur de vol et tout le reste, est développé directement pour cet appareil. Nous pouvons tout tester. 3 modes de contrôle sont prévus. Le premier, un opérateur est sur le terrain avec la télécommande. C'est une télécommande ordinaire, comme celle d'un drone quadricoptère, et pour l'instant, cela suffit. En visibilité directe, nous pouvons piloter sans problème. C'est le premier mode, le plus sûr. À Novinky, nous avons volé exclusivement ainsi. Mais une fois,
Nous avons aussi essayé l'automatisation. Le deuxième mode, c'est le même opérateur, mais, disons, il se trouve dans un bureau à Moscou. Par exemple, il voit sur les moniteurs, sur ce dirigeable, il y a 1, 2, 3, 4, 5 caméras vidéo grand angle installées de manière stratégique qui transmettent en temps réel, avec un minimum de latence, une vidéo panoramique à 360 degrés autour de ce dirigeable. Et donc, cet opérateur, qui se trouve à Moscou, dispose ici de tous les organes de contrôle nécessaires, il voit toute la situation autour du dirigeable, il peut aussi le piloter, un peu comme un opérateur sur le terrain, en quelque sorte. C'est le deuxième schéma de contrôle. Nous n'en sommes pas encore arrivés là. Elle fonctionne, c'est juste qu'il existe différentes situations. Par exemple, vous savez, nous venons de terminer les vols à Novinky, nous avons eu un mois de pause, puis nous sommes partis pour des essais, et maintenant nous sommes à Voskresensk. Voilà, et il y avait quelques bugs dans le code, ici à Voskresensk, quand on a fait décoller l'appareil, on a vu une belle vidéo, il vole, et bientôt la vidéo du drone sortira, elle sera encore plus belle. En gros, il y a eu une situation où l'opérateur, sur le terrain, dirigeait le dirigeable vers le haut ou le bas, les gouvernes réagissaient correctement, mais la poutre pivotante sur laquelle sont montées les hélices principales, pour une raison quelconque, commençait à bouger dans l'autre sens. Comme tu es sur le terrain, tu vois ce qui se passe. On l'a posé, en 10 minutes de codage, on a corrigé le problème. C'est juste qu'au bureau, c'est plus compliqué, plus risqué. Il y a encore quelques petites imperfections. On est justement en train de les peaufiner sur le petit appareil. Mais ce système fonctionne déjà, il est au bureau, et bientôt on va tourner une vidéo de présentation dessus. Et voici la troisième solution, c'est quand la personne, le système de contrôle, peut se trouver n'importe où dans le monde. Il lui suffit simplement d'avoir accès à Internet, il se connecte soit depuis un smartphone, soit depuis une tablette, soit depuis un ordinateur, il ouvre ce que j'appelle pour l'instant notre logiciel de supervision, et il voit tous les dirigeables. Il choisit, bon pour l'instant on n'en a qu'un, il choisit ce dirigeable, il peut l'activer, le désactiver, vérifier tous les systèmes, comme l'état de charge des batteries, la pression à l'intérieur du ballon à gaz et du ballonnet, toutes les températures, la disponibilité de tous les moteurs, et ainsi de suite. Autrement dit, il voit tous les systèmes, et il y a aussi plusieurs modes disponibles là-bas. Un mode, c'est quand il a sélectionné sur la carte la préparation au vol. Il appuie, le dirigeable commence à se préparer, il clique sur un point de la carte, il définit l'altitude et le rayon de patrouille. Le dirigeable décolle, se rend à ce point et commence à patrouiller autour. On peut placer plusieurs points. À chaque point, en gros ici, le dirigeable doit venir, faire plusieurs cercles à une certaine altitude, toutes ses vitesses et hauteurs sont définies. Au deuxième point, il faudra atterrir, rester sur place une demi-heure, puis redécoller, et ainsi de suite. Ce logiciel est prêt, nous l'avons partiellement testé à Novinky, mais là-bas, nous définissions des vecteurs conditionnels. C'est-à-dire que nous désactivions le mode de contrôle à la télécommande, debout dans le champ avec une tablette, nous définissions l'altitude et le vecteur du dirigeable, donc la commande passait pour l'instant par un serveur cloud. Actuellement, le serveur est physiquement installé dans notre bureau, donc sur le terrain, l'Internet, la connexion mobile, tout passe par le serveur traite tout cela, toujours via les réseaux mobiles, envoie tout au dirigeable. À l'intérieur, il y a 2 routeurs de 2 opérateurs de télécommunications différents et vraiment sans aucun délai perceptible, juste quelques millisecondes à peine, le dirigeable recevait la commande et commençait à voler selon le vecteur spécifié. D'ailleurs, cette semaine, nous déployons toutes les fonctionnalités du logiciel sur notre serveur. Dès la semaine prochaine, nous commençons les essais, alors restez connectés, ça va être intéressant. Et cette maquette dynamique, en fait, a véritablement suscité un très grand nombre de réactions particulièrement intéressantes et très positives de la part des diverses agences de publicité, ce qui a été extrêmement encourageant pour notre équipe. De la part des entreprises qui en ont réellement besoin comme support essentiel pour leurs diverses charges utiles, par exemple pour la surveillance continue, la retransmission de données et d'autres usages spécifiques et importants. C'est pourquoi, en ce moment précis,
nous en sommes déjà à l'étape cruciale de la création non plus d'une simple copie dynamique de ce dirigeable innovant, mais bien d'un véritable dirigeable de la même taille exacte, un petit drone aérien. Nous l'avons appelé Aerolet, également 01. Il aura une apparence un peu différente. Sa coque sera originale, pas classique. Il aura un empennage arrière intéressant. Il n'aura plus. Ce que vous avez vu sur ce dirigeable, la nacelle, elle ne fait que reproduire géométriquement la nacelle des dirigeables Nova 2. Pas complètement, sans carénage. C'est-à-dire, il y a la largeur du train d'atterrissage, etc. D'ailleurs, l'une de ses principales fonctions est de pivoter autour du point d'amarrage inférieur. C'est justement ce que nous commençons à tester maintenant. En parallèle, on fabrique actuellement un aérolet, mais ce n'est pas le 01, c'est le 02. Ici, c'est le 01 parce qu'il fait 130 mètres cubes. Et ici, on est déjà à 200. Là, on arrive à environ 190 mètres cubes. Ce n'est plus un bimoteur, mais un quadrimoteur. Il a 2 hélices supplémentaires. Il est aussi équipé d'un propulseur d'étrave, un peu particulier, qui est très efficace et puissant. Nous espérons sincèrement le voir dans le ciel d'ici la fin du mois d'août. Pour ce nouvel appareil, notre entreprise commence déjà à envoyer des offres commerciales détaillées à tous les intéressés potentiels. Elles existent. Il y a déjà 2 types d'offres commerciales qui sont en cours d'élaboration pour la réalisation d'expériences. En tant que service, en gros, nous déployons non pas un seul dirigeable, mais plusieurs si nécessaire, nous les équipons de la charge utile du client, nous menons l'expérience et tous ces services sont payants. Et à l'issue de cette expérience concluante, nous passons à la production en série et ces offres commerciales pour la série de ces types d'appareils sont déjà également élaborées et envoyées aux clients. Les expérimentations auront lieu cette année et la production en série, très probablement, l'année prochaine. Il est même tout à fait possible que ce soit dès le début de l'année. Tout le système de contrôle qui a été développé, bien sûr, pour cet appareil, a été testé dessus et il conviendra à toute la gamme d'appareils. Nous allons bientôt aborder toute la gamme. Donc celui-ci est déjà en cours de création beaucoup plus rapidement. Beaucoup de choses sont déjà plus claires ici. Bref, nous continuons notre progression. Mais bon, ce n'est pas là tout ce que nous avons accompli depuis le tout début de ce projet. Je vais faire un point détaillé et complet là-dessus. Passons maintenant au dirigeable Nova 2. C'est aussi un appareil classique, souple, qui fonctionne avec un moteur à essence. C'est un moteur d'hélicoptère à essence. Ces petits dirigeables-là sont entièrement électriques. Ils fonctionnent avec des moteurs électriques alimentés par des batteries lithium classiques. Dans ce dirigeable, il n'y avait rien à inventer. Ici, on prévoit tout de suite d'installer des piles à combustible à hydrogène à la place de la batterie. C'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus cher, enfin, relativement beaucoup plus cher, mais son efficacité opérationnelle sera bien supérieure. Il pourra voler beaucoup plus loin, transporter un poids plus important, et ainsi de suite, offrant des capacités accrues. Ce dirigeable que nous avons actuellement fonctionne à l'essence. Il est équipé d'un moteur d'hélicoptère en état de marche. Ce moteur ne fait pas que faire tourner les hélices, il alimente aussi des générateurs qui rechargent les batteries, lesquelles alimentent la propulseur d'étrave. Celle-ci est électrique. J'ai dessiné ici 2 hélices. En réalité, il n'y aura qu'une seule hélice avec un mécanisme d'orientation des pales. J'allais dire qu'elle est déjà entièrement développée, mais en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Elle est actuellement en cours de développement en 2 versions distinctes et bien définies, chacune avec ses propres spécificités. La toute première version est entièrement sans pilote. Elle pourra transporter des charges utiles à partir de 500 kg et sur plus de 500 km, en mode entièrement autonome et précise, soit avec un pilote à distance, soit même simplement avec un opérateur humain à bord. Et la deuxième version, c'est la version passager, qui pourra accueillir confortablement 6 personnes, un pilote et 5 passagers, et il sera possible de voler environ 2 heures avec cet appareil innovant. Il pourrait faire plus,
mais selon la réglementation actuelle et effectivement en vigueur, il n'est pas permis de voler plus de 2 heures consécutives sans toilette à bord, en gros. Voilà, la version passager est prête chez nous. Enfin, en réalité, elles sont au même stade de préparation, c'est juste que celle-ci a un peu plus avancé dans son domaine propre, et celle-là a un peu plus avancé dans le sien. Elles sont pratiquement identiques en tout point, vraiment. Mais il y a des exigences techniques différentes pour les drones et pour les appareils pilotés. Par exemple, on ne peut pas simplement prendre un appareil piloté existant, enlever la nacelle et dire que maintenant c'est un drone à part entière. Il y a quand même des exigences spécifiques et particulières pour les drones et d'autres exigences spécifiques pour les appareils pilotés, donc ils diffèrent un peu, mais dans l'ensemble, le concept fondamental reste le même. Nous avons également une demande pour ces appareils en ce moment. Nous préparons aussi des offres commerciales, toutes réalisées avec les mêmes entreprises qui nous commandent actuellement de petits drones. Parce que les équipements de surveillance, qu'ils soient optiques, radars ou d'autres capteurs, sont tous intrinsèquement différents en termes de poids, de portée maximale, de précision opérationnelle, etc. Et donc ce dirigeable Nova 2, en mode drone, en mode, disons, dirigeable de surveillance, s'est révélé très demandé. Il y a beaucoup de choses que nous devons observer, surveiller l'écologie, les incendies, la dérive des glaces, et vous savez vous-même pour quelles autres raisons intéressantes, y compris pour les villes. Voici un aperçu détaillé de ce qui est actuellement en cours de développement et des améliorations qui seront réalisées très prochainement concernant cet appareil innovant et ses fonctionnalités. Commençons par l'essentiel. En fait, ici tout est essentiel, voici l'enveloppe. Elle paraît grande et importante. Un dirigeable sans enveloppe, ce n'est pas un dirigeable. Nous avons commandé cette enveloppe auprès d'une entreprise moscovite spécialisée dans la fabrication de petits ballons captifs, vraiment très petits, même de moindre volume que notre Nova 01. Avec le matériau qu'ils avaient, qui n'est pas parfait, ils nous ont fabriqué une enveloppe. Nous leur en sommes très reconnaissants. Actuellement, personne dans notre pays n'est capable de fabriquer une enveloppe de cette taille. Ni eux, ni ceux chez qui nous avons commandé cette enveloppe. Celle-ci, nous l'avons commandée auprès d'une autre entreprise spécialisée dans la fabrication de différentes structures gonflables. Nous avons compris qu'ils avaient de bonnes technologies, de bons ingénieurs et une bonne production. La seule chose, c'est qu'il a fallu un peu les former sur certains détails, les aider à choisir les matériaux, et ainsi de suite. Nous avons accompli ce gros travail, et maintenant cette enveloppe est en cours de fabrication, mais encore une fois, ils ne sont pas capables non plus de produire une enveloppe de 2000 m3 ou de dimension supérieure. C'est pourquoi, depuis longtemps déjà, nous avons trouvé nous-mêmes le matériau, le tissu spécial pour cette enveloppe, il est étranger. Break time égale 0.5 s. Heureusement, on nous a permis de l'acheter sans aucun obstacle majeur et ils étaient vraiment ravis qu'il y ait une demande particulièrement significative pour ce matériau unique et spécifique. Il y a d'autres personnes qui s'occupent d'aérostations et cette entreprise aussi travaille dans ce domaine et ils parlent chinois. Nous avons acquis le matériau de base nécessaire et ils nous ont également grandement aidés à sélectionner l'équipement spécialisé sur lequel ces enveloppes peuvent être fabriquées avec une très grande précision et efficacité. Nous avons déjà versé un acompte pour cet équipement et maintenant un grand défi se présente. Une partie de l'équipement commence déjà à arriver, une autre est en route et une autre encore n'est même pas encore partie. L'objectif est d'organiser la production des enveloppes. C'est un local, il y a certaines exigences importantes à respecter. Bon, il n'y a qu'un seul chemin que nous suivons toujours, un chemin bien défini. Il s'agit de mettre en place une production opérationnelle et efficace afin de payer tout cela avec un minimum d'argent, d'efforts et de temps précieux et d'obtenir la première enveloppe du dirigeable Nova 2. Ce parcours est déjà entièrement défini pour nous, nous comprenons parfaitement de quel local il s'agit et où il se trouve précisément. Break time égale 0.5 s. Quand nous allons nous y installer et commencer à souder l'enveloppe,
Dans le scénario le plus optimiste, ce sera cet été, sinon, ce sera au début de l'automne. Mais c'est une bonne chose que cette grande enveloppe apparaisse pour nous au début de l'automne, car tous les autres systèmes sont également en phase de production en ce moment. Et il y a une deuxième voie, c'est la création d'une production en série, sérieuse, où ces coques, celle-ci et les suivantes, seront déjà fabriquées en série. C'est un grand local, des milliers de mètres carrés avec un certain niveau de propreté, une hauteur de plafond importante, sans colonnes, c'est-à-dire d'un seul tenant. Idéalement, tout cela devrait faire environ 60 mètres sur 30, donc c'est même encore plus que 1000 mètres carrés, 1000 c'est le minimum. Et bien sûr, il y aura aussi des locaux administratifs, etc. Pour l'instant, nous résolvons cette tâche de plusieurs manières. Bien sûr, pour un projet d'investissement, il serait idéal que cet actif soit acquis et figure au bilan de l'entreprise, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas nous le permettre. De plus, à Moscou, les prix sont tout simplement énormes, donc il est compréhensible qu'on puisse pour l'instant envisager quelque chose plus loin. Il y a des technopoles, des technoparcs, il y a aussi simplement des locations de bureaux, et aujourd'hui encore, nous avons visité des technopoles de Moscou, nous avons attentivement examiné des locaux, il est tout à fait possible que nous nous installions là-bas, mais pour l'instant, tout le monde reste concentré sur la première option principale. Une vidéo avec Sergueï Semyonov sortira bientôt, elle a été enregistrée aujourd'hui. Regardez-la, il expliquera quel est cet endroit où nous allons et où nous transportons tout notre matériel. Nous allons tout y amener. Cette nouvelle va vous plaire. Les coques sont prêtes à être ouvertes, la structure des coques est terminée, le matériel a été acheté, l'équipement est en route, le choix du local est fait. Il ne reste plus que la technique et un peu de temps. Nous commençons la fabrication de la coque elle-même, c'est d'ailleurs l'une des premières étapes importantes du projet, à savoir que nous avons acheté certains équipements, des machines-outils à métaux, des fraiseuses portiques. Par machine-outils à métaux, j'entends aussi bien des machines à érosion qu'une fraiseuse 5 axes et une machine de tournage-fraisage à 4 axes. Et la production est déjà en cours. Tout est bien organisé, le local est également disponible, il est tout à fait suffisant. Et en ce moment, on y fabrique l'empennage pour le dirigeable Nova 2 ainsi que la transmission pivotante. Elle est entièrement conçue. Les cadres pour le moteur aussi. D'ailleurs, le moteur, pour le Nova 2, beaucoup le savent, mais pour ceux qui n'en ont pas entendu parler ou qui l'auraient manqué, les moteurs sont déjà payés et sont également en route vers notre pays. Nous en avons commandé 2. Ils viennent de Belgique. En somme, la production commence à reprendre vie, elle se remet en marche. Les ingénieurs, en cours de conception de la nacelle, commencent déjà à fournir les plans de la nacelle elle-même. Pour la version passager, nous avons un peu plus avancé ici, car c'était un peu plus compliqué et nous avons commencé un peu plus tôt. Voilà. Et cet été déjà, en août prochain, nous pourrons regarder ensemble dans les prochaines vidéos comment ces grandes et impressionnantes pièces de carrosserie prennent vie. Je vais t'expliquer selon quelle technologie nous fabriquons tout cela, pourquoi de cette façon précisément, et ainsi de suite. Bref, ce sera intéressant. Le système de contrôle est prêt. En somme, la Nova 2 en est à ce stade. Tout le monde a entendu parler de la production de la coque. Pour le drone, c'est un peu plus intéressant. Il est tout à fait probable, du moins il me semble que je comprends clairement que c'est précisément ce qui va se passer, qu'il décollera beaucoup plus vite, évidemment, que la version destinée aux passagers. Là, ce sont des moteurs un peu différents. Pour la version passager, les moteurs doivent être aéronautiques, certifiés, donc coûteux. Pour les drones, il y a des failles, en gros, on peut utiliser d'autres moteurs, et beaucoup de gens dans l'aviation légère le font. C'est ce qu'on appelle l'autoconversion. Ces autoconversions sont déjà sélectionnées, elles seront même plus puissantes que ces moteurs aéronautiques. Et le dirigeable volera de façon un peu plus intéressante, le système de contrôle reste le même, la transmission pivotante aussi, et le système de carburant également.
Dans l'ensemble, tout est pareil. Bon, la nacelle a été un peu modifiée. On fera une revue comparative des deux dirigeables quand ils seront fabriqués. Voilà, c'est à ce stade que le projet en est actuellement, d'ailleurs. Voici les moteurs à hélice annulaire, les hélices elles-mêmes, les réducteurs angulaires, la transmission pivotante. En gros, tout ce groupe motopropulseur a été entièrement conçu par notre équipe, tout comme le système de contrôle, qui a aussi été entièrement conçu par nous, et tout le logiciel a été écrit par nos soins. Nous, comment dire, avions prévu d'agir en large coopération, mais au final, si tu veux que ce soit bien fait, il faut tout faire soi-même, comme il s'est avéré. Et bientôt, nous verrons aussi les moteurs à hélice annulaire. Leur production a déjà commencé, l'achat des matériaux, la fabrication des pièces, et ainsi de suite. Ce sont des pièces très importantes et cruciales, tant dans l'ensemble que pour le pays. Honnêtement, nous pourrons être fiers quand tout cela sera testé, même sur un banc d'essai au sol. J'espère que tout cela commencera bientôt. En réalité, ça commencera quand les moteurs arriveront. Le moteur est en route. Je vais faire une petite digression. Ceux qui suivent la météo sur la planète savent qu'il se passe actuellement de petites anomalies, notamment en Europe. À cause de la chaleur, ils ont réduit les semaines de travail, etc. Et le moteur devait arriver ce mois-ci, et au tout début du mois d'août, nous devions déjà absolument tout assembler et tester. S'il arrive seulement en août, ce sera donc à la toute fin du mois. La météo. Eh bien, à Moscou, vous voyez ce qui se passe. Et sûrement que dans vos villes, il y a mauvais temps généralisé. Je me suis donc un peu écarté du sujet principal. Voilà où en est actuellement le dirigeable Nova 2, un projet très intéressant et prometteur. Le prochain dirigeable de cette série, je ne vais pas encore en parler en détail, mais il est en cours de développement et représente une avancée significative, c'est le Nova 8. Mais sachez simplement que les aérolets sont des dirigeables classiques, tandis que ceux-ci, nous les avons appelés aérolets. Ils sont hybrides, ils diffèrent des classiques en ce que, chez les classiques, la portance aérostatique supporte principalement toute la charge. Bien sûr, il y a aussi les moteurs et l'aérodynamique qui interviennent, mais cela ne représente qu'un certain pourcentage. Ce modèle hybride en supporte beaucoup plus. Autrement dit, avec un volume comparable d'hélium injecté, il pourra transporter une charge plus importante car il bénéficie aussi d'une meilleure aérodynamique, enfin, disons qu'elle est meilleure. Même si l'aérodynamique est bien présente ici, elle l'est absolument partout, mais sa puissance énergétique est bien plus conséquente et significative. En réalité, il est fort probable que nous nous arrêterons quelque part par ici, selon les méthodes classiques, car une étude récente, également menée par notre entreprise et dirigée par Vadim Zubkevich, l'a montré. Cette étude a clairement montré que les propriétés hybrides, justement ces propriétés hybrides, c'est lorsque le dirigeable peut transporter, disons, dans sa version classique, il transporte 500 kg par rapport à son volume et à son poids, mais si on le rend véritablement hybride, il pourra transporter 1 tonne, voire même 1,5 tonnes. Et donc, à l'aide de formules, des lois de la physique et des mathématiques, mais aussi de l'aérodynamique et d'autres disciplines, nous avons prouvé qu'en dotant la forme classique d'une puissance énergétique et en modifiant un peu l'empennage, elle aussi génère de la portance. On peut augmenter le degré d'hybridité de la forme classique du dirigeable, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de modifier radicalement sa forme, elle peut rester classique, et c'est précisément ce que nous allons appliquer sur les appareils à venir, car un degré accru et significatif d'hybridation de la portance de cet appareil permet d'éviter un de ces vestiges encombrants qui est resté attaché à tous les dirigeables, à savoir l'impératif de devoir transporter du ballast. En gros, lorsque vous montez à bord d'un dirigeable de type classique, vous déchargez la cargaison s'il s'agit d'un appareil de transport ou de fret, et cela implique une gestion constante du poids. Celui-ci est un appareil de surveillance, ici tout va bien, il n'a absolument rien à décharger, mais s'il veut soudainement décharger une cargaison importante, par exemple d'un poids considérable de 500 kg, il deviendra brusquement plus léger que l'air et tentera de s'élever rapidement en haute altitude. Bon. C'est pourquoi on y ajoute du ballast, un poids équivalent à celui de la cargaison déchargée.
Si le dirigeable est hybride, disons, il peut emporter une tonne avec lui, la porter efficacement grâce à l'aérodynamique, puis, une fois déchargé, il passe à un état d'équilibre stable et parfaitement contrôlé. Il devient alors une sorte de dirigeable classique et peut, sans aucun chargement de ballast, revenir tranquillement ou poursuivre sa route, et ainsi de suite, sans encombre. Sur les grands dirigeables, nous allons appliquer ce schéma de manière exhaustive et systématique et nous commencerons très probablement cette implémentation avec le dirigeable spécifiquement désigné Nova 8, bien qu'en réalité, il est important de noter que ce n'est pas forcément et définitivement avec ce modèle précis que nous débuterons ce processus. Je vais esquisser encore quelque chose ici, juste pour vous donner un avant-goût plus complet et une meilleure perspective. Le Nova 8 est également prévu comme un dirigeable de forme classique, avec un volume impressionnant de 8000 m3, ce qui en fait un appareil de taille considérable. En sa version classique, il peut aisément transporter jusqu'à 3 tonnes de charge utile, tandis qu'en sa version hybride, il peut transporter davantage, offrant ainsi une flexibilité accrue. Ici, tout est pratiquement comme avec le célèbre Nova 2. On peut en faire des cargos entièrement sans pilote ou bien des versions passagers confortables, ce qui est très pratique. Je voulais aussi aborder un peu la question de la certification. En ce qui concerne l'aviation dans notre pays, il s'avère que la situation avec la certification est très intéressante. C'est un processus qui est long, coûteux et incroyablement complexe, mais tout cela est intrinsèquement lié à la certification de type. La certification de type est une procédure essentielle qui est requise lorsque vous avez l'intention d'embarquer des passagers payants à bord d'un aéronef et que vous prévoyez de survoler des zones densément habitées, ce qui implique des exigences de sécurité et de conformité très strictes. Il est tout à fait probable que des dirigeables de ce volume important puissent assurer des vols réguliers de bonne qualité, c'est-à-dire par tous les temps et dans toutes les conditions météorologiques. Certains vols interrégionaux seront possibles et c'est pourquoi très probablement, à partir de ce dirigeable, nous aurons absolument besoin d'une certification officielle. Ici, il y aura un certain nombre de passagers, certaines distances, disons, pour donner un exemple concret. Je vais écrire ici approximativement 3 à 4 tonnes et là-bas environ 2 à 3 000 km. Ici, pour l'instant, j'écrirai provisoirement 19 personnes et là-bas 1000 km. Voilà. Et cette version-là nécessitera une certification officielle. Dans ce domaine, nous avons minutieusement retravaillé de très nombreuses options, fait appel à différentes entreprises spécialisées et à des experts reconnus pendant tout ce temps. Nous avons également consulté la Rosaviatia et les discussions avec eux ont aussi été très animées et constructives. Ils disaient, les gars, votre chemin sera semé de nombreuses embûches, mais il sera également héroïque et dans l'ensemble, absolument tout est possible. Et maintenant, un groupe de travail dédié a déjà été formé et tout l'algorithme détaillé des actions à venir est parfaitement clair et bien défini. Et maintenant, il est construit, il vole, et un autre est en pleine construction, il volera bientôt, il sera produit en série. Il est en construction, j'espère qu'à la fin de cette année, nous le ferons décoller, peut-être même un peu plus tôt que prévu. Il est en cours de conception. Au moment de la conception, disons, s'il y a un client externe, alors l'entreprise reçoit un cahier des charges et dès que ce cahier des charges est reçu, on peut commencer la procédure de certification. Dans notre cas, comme nous sommes nous-mêmes le client interne, nous lançons la R&D et c'est justement lors du lancement de la R&D qu'il faut démarrer la procédure elle-même. Nous avons lancé la procédure de lancement de cette procédure. En bref, il s'agit toujours d'un dirigeable souple, c'est-à-dire un aéronef dont l'enveloppe n'est pas rigide, mais il présente déjà un certain degré d'hybridation, intégrant des technologies variées. Si par exemple à cet endroit précis, il y avait un moteur à essence, alors dans ces différentes et multiples versions, il y aurait même jusqu'à 3 variantes distinctes et possibles de ce système. Commençons par examiner attentivement la première de ces options. Dans cette version spécifique, 2 unités de production d'énergie entièrement autonomes et sophistiquées apparaissent à bord du dirigeable. Celles-ci ont pour fonction principale de brûler efficacement du carburant, transformant ainsi l'énergie chimique en électricité, un processus essentiel pour le fonctionnement de l'appareil.
et l'électricité est distribuée et les moteurs électriques font tourner les hélices. Quelque part là, sur le ventre, se trouvent ces générateurs. Ce schéma détaillé et complet sera applicable à un tel appareil, un dispositif technologique avancé. Il sera également applicable à ce drone spécifique, disons un aéronef sans pilote. Ces unités énergétiques essentielles sont méticuleusement créées et développées au sein de notre entreprise, garantissant leur haute qualité et leur performance. J'en ai très souvent fait allusion, peut-être même que j'en ai un peu parlé. En réalité, ce sont effectivement des unités très sérieuses, je peux déjà le dire, ce sont des microturbines avec des échangeurs de chaleur intégrés. Nous sommes en train de constituer une très grande équipe. Ici, au bureau, nous avons déjà installé des centres de calcul avancés, toute la dynamique complexe des gaz, la dilatation thermique précise, une infinité de fréquences critiques et de vitesses de rotation importantes. Tout cela est incroyablement passionnant, l'équipe est extrêmement professionnelle, on peut vraiment dire que nous avons véritablement gagné à la loterie. Et donc, ces installations modernes et performantes sont actuellement spécifiquement conçues pour une puissance installée de 300 kW pour la génération électrique, ce qui représente une capacité considérable et efficace. Ici, seulement 2 fois 300 suffisent amplement pour que cet appareil puisse voler parfaitement dans les airs. Elles sont écologiques, très durables, ne vibrent absolument pas, ne font aucun bruit et offrent de nombreux avantages particulièrement intéressants pour l'aérostation. Je vous en parlerai un peu plus tard, tout comme de ces installations spécifiques. Nous avons déjà commencé à les fabriquer en métal, un matériau robuste et durable, donc très bientôt, nous verrons précisément à quoi cela ressemble, ce que c'est exactement dans sa forme finale. J'espère sincèrement que cela fonctionnera parfaitement et alors, sur ce type d'appareils innovants, ces installations complexes seront utilisées ensemble de manière synergique et ce concept novateur sera ainsi mis en œuvre avec succès. La production d'enveloppes, qui est actuellement mise en place pour le projet Nova 2, est temporaire, mais il est tout à fait probable qu'elle pourra également fabriquer une enveloppe pour le dirigeable et cela ne prendra vraiment pas longtemps. Pratiquement tout de suite après avoir fabriqué un dirigeable de 2000 m3, nous le testerons, effectuerons un contrôle en usine, vérifierons les enveloppes, etc. Nous évaluerons la préparation de la production. Il est possible que, même à ce stade, déjà cette année, nous puissions commencer à souder cette enveloppe. Idéalement, bien sûr, il faudrait commencer tout de suite sur une grande chaîne de production afin de passer à la fabrication en série. Parce que pour ce type d'appareil spécifique, justement ceci, nous avons une demande concrète et bien définie, un client précis avec une mission très spécifique et clairement établie. Il existe ici encore plusieurs schémas possibles et envisageables. On peut également utiliser l'autoconversion, une méthode qui consiste à installer des moteurs distribués directement au niveau des hélices. Ces moteurs sont conçus pour faire tourner les hélices de manière autonome, sans nécessité d'alimentation électrique externe. On peut installer des générateurs un peu différents qui sont spécifiquement conçus pour être plus performants et plus adaptés à certaines applications, en perdant bien sûr un peu en poids, car ceux-ci sont bien plus légers et considérablement plus compacts que ceux actuellement disponibles sur le marché traditionnel et que l'on peut facilement prendre et utiliser pour diverses tâches. Dans cette direction particulière, en réalité, il faut dire que nous avons beaucoup progressé et je le dis parce que nous avons un cahier des charges extrêmement précis de la part du client définissant exactement à quoi doit ressembler l'appareil, quelle doit être sa puissance énergétique, quelle distance il doit couvrir, dans quelles conditions météorologiques, les types précis de charge, les types de suspension, etc. Et un cahier des charges vraiment bien élaboré, c'est déjà la moitié du travail. D'habitude, ce qui se passe, c'est que le client arrive et commence à élaborer le cahier des charges avec le prestataire. Mais quand un client qualifié et intéressé se présente, c'est vraiment très agréable. C'est pourquoi, selon moi, la profondeur de l'étude de cet appareil est assez élevée, voire significative. Ici, nous sommes encore en retard, mais pour l'instant, tout le monde est concentré sur la Nova 2, sur cette version passager. Pour l'instant, nous ne disons rien sur les aérolets. À partir de ce volume, il est évident que le premier, celui qui est en cours de développement actuellement, c'est la Nova 2 pour 500 kg dit conditionnel.
Pourquoi est-ce que je dis conditionnel? Parce que par exemple, en ayant une telle installation énergétique, nous pouvons l'utiliser directement sur cet appareil spécifique. Dans ce cas, sa puissance énergétique augmente considérablement. Et selon les calculs précis de Zubkevich, nous pouvons ici aisément doubler tous ces chiffres importants. Nous allons sincèrement essayer de notre mieux et nous verrons bien ce qui se passera réellement. Mais très probablement, tout se déroulera de manière assez similaire, voire presque identique à la façon dont cela s'est déjà produit avec la précédente et bien connue Nova 01. Nous avons simplement démontré la possibilité de créer un appareil de cette catégorie, puis des clients sont venus avec des demandes spécifiques et très précises, et nous produisons simplement une modification. Elle est différente, mais dans la même gamme de taille, avec des systèmes technologiques similaires. Et il en sera de même avec ce dirigeable, il deviendra très probablement un peu plus grand. Ici, nous nous sommes limités à la hauteur des portes standards afin de ne pas avoir à construire des structures atypiques ou même d'utiliser des hangars d'aviation pour de très gros avions afin de ne rien construire du tout. Mais il y aura sûrement à l'avenir des modifications importantes pour les clients car il est déjà en soi un produit intéressant et voici les caractéristiques principales. 500 kg de poids et 500 km d'autonomie. 500 km, c'est si l'on utilise toute la puissance et que l'on vole d'un point A à un point B. Mais ce n'est pas obligatoire. Ils seront utilisés pour la surveillance. Il y a une demande pour des missions de surveillance. Il n'est pas nécessaire d'utiliser toute la puissance maximale du moteur, il suffit de voler à seulement 30% pour effectuer des missions de patrouille aérienne, ce qui augmente considérablement le temps de vol en patrouille, et ainsi de suite. De plus, comme il n'est pas nécessaire d'utiliser ces 500 km, cette distance a également été calculée pour un moteur d'aviation destiné à une version passager. Mais comme notre appareil est un drone non destiné au transport de passagers, on peut utiliser une autoconversion, ce qui signifie qu'on peut utiliser non pas de l'essence, mais par exemple du gaz. Il existe d'autres astuces pour augmenter son autonomie et d'autres caractéristiques. Ce sont toutes des modifications ultérieures déjà à l'étude et prévues. Bref, où veux-je en venir? À ceci, ce type de dirigeable existera également. Par exemple, la Nova 2 que nous développons actuellement est un démonstrateur. Il va de soi que si le démonstrateur tel qu'il est suscite déjà de la demande et qu'il n'est pas nécessaire d'y apporter de modifications, nous pouvons le produire tel quel. Et avec les capacités que nous aurons acquises au cours de cette première année du projet, nous serons en mesure de répondre à cette demande avec de petites quantités, disons des unités individuelles. Pour passer à la production en série, qu'elle soit de petite ou de plus grande échelle, il nous faudra encore nous développer considérablement. Il sera absolument nécessaire d'agrandir la production des enveloppes elles-mêmes, ce qui représente un défi important. Mais là encore, il s'agira très probablement d'une location car l'acquisition n'est pas encore véritablement envisageable. Il faudra également considérablement agrandir la production mécanique et les capacités de fabrication. Actuellement, nous nous entassons sur 300 mètres carrés. Nous pourrons facilement y assembler cette nacelle, la transmission pivotante. Ce n'est pas un problème. Et il sera possible d'y répéter la même chose, pour celle-ci comme pour celle-là. Mais si c'est une production en série, il vaudrait vraiment mieux réorganiser un peu l'atelier pour une plus grande efficacité opérationnelle, comme séparer les différentes fonctions et ajouter du personnel supplémentaire qualifié. Et en général, la production en série exige une approche complètement différente. Nous sommes au stade de la production expérimentale, alors que la production en série a des exigences différentes. Pour la mise en œuvre des appareils, un grand nombre d'employés est nécessaire, conformément à toutes ces normes et règles, et les organes de contrôle interne de l'usine deviennent très stricts. Si le contrôle d'entrée est effectué par un spécialiste qui va ensuite travailler avec ce matériau, cela est impossible en production en série. Le contrôle qualité, OTK, est en fait une branche distincte et essentielle, subordonnée à des directeurs adjoints séparés qui supervisent ces opérations, et ainsi de suite. En somme, il est tout à fait possible de produire des biens de haute qualité. Ce que je viens d'expliquer concernait spécifiquement les modifications apportées au produit. En général, le processus actuel est considéré comme souple et adaptable, et le prochain développement sera un appareil rigide, conçu pour des applications plus exigeantes. Pour l'instant, nous visons un volume de production de 35 000 m3, ce qui représente une étape significative.
qu'il soit donc rigide et parfaitement défini. Le schéma de conception détaillé très probablement, qui sera mis au point et implémenté sur le tout nouveau Nova 8, sera ici fidèlement et précisément répété, car comme je l'ai précédemment mentionné et souligné, nous passons d'un petit dirigeable à des dirigeables plus grands en créant ces systèmes, en vérifiant leur fiabilité, leur qualité, en les modifiant et en accumulant toutes les meilleures solutions dans les appareils plus grands à venir. Cet appareil, à partir d'un volume de 35 000 mètres cubes, a mathématiquement et économiquement tout son sens avec une coque rigide et robuste, et cela se justifie pleinement par ses nombreux avantages. Mais du fait que la coque pèse, dans sa configuration classique, et non dans le schéma hybride vers lequel nous nous dirigeons actuellement, sa capacité de charge sera d'environ 10 tonnes. Il pourra parcourir, disons, une distance d'environ 5 à 6 000 km. Je me trompe toujours avec ces milliers, car il est certain que c'est une très grande distance. Et en réalité, il ne sera probablement pas nécessaire de voler aussi loin pour l'instant, du moins pas dans un avenir proche, ou du moins pas dans l'immédiat, et ce, pour diverses raisons. Voilà, 10 tonnes. Et pourtant, on pourrait croire, ici il y a 35 000 mètres cubes, ici 8, ici presque 4 et là 10, à cause de la coque rigide. Mais il reste tout de même économiquement viable, il est efficace. Et c'est le plus petit dirigeable rigide possible dans la gamme des dirigeables rigides. Mais à l'avenir, bien sûr, il faudra passer à des capacités de 30 tonnes, 60 tonnes, 100, 200, 300. C'est aussi évident, on comprendra clairement où ils seront utilisés, pour qui ils sont absolument nécessaires, et ainsi de suite, avec toutes les implications que cela comporte. Mais pour l'instant, je pense que des seuils de 10, 30 ou 60 tonnes seront déjà de très bons points de départ. Le modèle de 10 tonnes sera probablement vraiment produit en masse et à grande échelle. Ceux de 30 et 60 tonnes seront également produits en quantité significative. Quant à ceux qui auront une plus grande capacité de charge, au début, tant que l'économie, la politique et le monde des affaires s'habitueront à ce nouveau type d'appareil, il est tout à fait probable qu'ils seront ponctuels, uniques, mais ils existeront bel et bien, parce qu'il est clair où les utiliser et où ils sont demandés. En ce qui concerne la Nova 35, on en est arrivé au point où, bien sûr, tout cela s'accumule déjà dans cette tirelire, mais ici, il faut travailler à la création d'une coque rigide, car tout le reste vient simplement s'y ajouter. Nous avons effectivement commencé à travailler sur la coque rigide de notre projet et les progrès sont significatifs. Il est évident qu'il y a eu beaucoup de développement, différentes idées et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne les actions concrètes et les réalisations pratiques, chez nous dans le pays, et en fait dans tous les pays du monde sauf les États-Unis, où Sergey Brin a pris sur lui la tâche essentielle de construire une coque rigide, partout ailleurs, cela n'a plus été fait depuis très longtemps. Voilà, bien sûr, la théorie, les calculs, tout cela est bien. Nous sommes maintenant passés à des modélisations plus détaillées et approfondies. Évidemment, tout se passe principalement sur ordinateur et il y a plusieurs schémas proposés, environ 5, qui sont actuellement à l'étude. Les schémas diffèrent radicalement, allant de treillis spatiaux en tubes de carbone jusqu'à quelque chose que je ne révélerai pas, car cela reste pour l'instant un secret commercial pour le monde entier. C'est sur des tubes de carbone que Brin, Sergey Brin, le cofondateur de Google, a construit. Il a construit le tout premier énorme dirigeable rigide, oui, au 1er siècle. Mais encore une fois, il s'est attaqué à ce dirigeable directement à une très grande échelle et ce, de manière significative. Ils ont passé de très nombreuses années, il y a eu plein d'erreurs qui ont été commises dès le tout début, ce qui empêche ce dirigeable d'atteindre la pleine efficacité voulue. En somme, il a un volume absolument énorme, mais il transporte moins que celui-ci. Peu importe. Il existe certaines configurations de tubes de carbone, des structures spatiales très spécifiques et ingénieuses, qui permettront à cet appareil de soulever une charge utile d'environ 10 tonnes. Avec un schéma hybride, ce sera encore plus significatif et potentiellement bien supérieur, offrant des capacités accrues. Nous en modélisons même une partie à l'échelle réelle. Il y a un travail de mise à l'échelle. Comme nous l'avons fait avec le dirigeable de Nova 2, nous en avons fabriqué une petite copie dynamique et nous avons également redimensionné et recalculé ces grandes structures spatiales
ainsi que leurs petits fidèles modèles, de manière appropriée pour le travail dans un environnement de bureau. Nous avons acheté des tubes en carbone, nous construisons certaines structures et nous allons bientôt les tester. Il y a encore un certain nombre de schémas existants. Pour les autres cas, nous en sommes encore principalement à la modélisation informatique approfondie et à la recherche scientifique fondamentale, je les appellerai ainsi, car il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes et prometteuses à réaliser concrètement et de manière significative. Avec cette impressionnante capacité de charge, cette version, si on la transforme en version passager et qu'on installe les sièges confortablement comme dans un avion, pourrait potentiellement transporter environ 120 personnes et parcourir de très longues distances, couvrant ainsi de vastes étendues. Il est peu probable que cela soit nécessaire, étant donné qu'il existe déjà des avions. Ils volent beaucoup plus vite, ils sont nombreux, tout est déjà bien organisé et il ne vaut pas la peine de s'y aventurer. Mais pour la création de drones, ils sont nécessaires. Ils volent plus loin que les hélicoptères et peuvent également atterrir. C'est la machine la plus fonctionnelle, tout est clair ici. Mais il existe des appareils de transport de fret qui ne doivent pas forcément être des drones. Pour certaines cargaisons, on exigera la présence d'un pilote. Ils seront donc aussi optionnellement pilotés. Les véhicules spéciaux, où des personnes montent à bord pour travailler et sont rémunérées pour cela, et non celles qui paient pour le trajet, transporteront également des passagers et des personnes. Remplir cet appareil avec 120 personnes et l'envoyer quelque part. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un, pas forcément dans notre pays, voudra faire cela, mais c'est très peu probable, voire même quasiment impossible. Il serait beaucoup plus intéressant et captivant d'en faire une sorte de dirigeable d'expédition spécialement conçu pour les voyages lointains et les explorations approfondies. Regarder le monde depuis un dirigeable, c'est une sensation complètement différente. Ce n'est ni la Terre, ni l'avion. Quand tu voles, tu ne comprends rien non plus. Là-bas, les nuages sont très hauts. Ici, vous volez à l'altitude la plus luxueuse et la plus privilégiée, où vous pouvez admirer absolument tout le paysage environnant, où chaque détail est parfaitement clair et distinct, et où vous vous promenez tranquillement et sereinement sur les vastes ponts ouverts. Pour cet appareil exceptionnel, il y a une demande considérable et constante sur le marché. Eh bien, ensuite, n'en aide à tout être clair en ce qui concerne les dimensions, et c'est ici que nous allons tirer une ligne. Voilà ce que nous avions annoncé concernant les dirigeables pour les 5 prochaines années. Et maintenant, nous en sommes ici, il ne s'est même pas encore écoulé une année pour la création. Ce dirigeable, comme je vous l'ai dit, nous pourrons le créer sur la base que nous aurons définitivement et entièrement organisé cette année, c'est-à-dire produire ses composants essentiels et tout le reste nécessaire à son fonctionnement. Par exemple, il faudra le remplir, le tester minutieusement, puis le stocker en toute sécurité quelque part, le réparer si besoin, l'entretenir régulièrement et même le modifier pour des améliorations futures. Il n'est pas forcément nécessaire de le réparer, même si cela sera aussi absolument indispensable. De tels locaux n'existent pratiquement pas dans notre pays. Et, très probablement, à partir de cette taille, il est grand temps de commencer la construction de hangars spacieux et adaptés. Il est tout à fait possible que différentes conceptions soient étudiées et analysées. Tout est calculé, bien entendu, d'un point de vue strictement économique. Il faut construire pour cela, mais c'est trop grand, mais pas plus que pour cela, s'il y en a deux. Si on en ajoute encore avec ceux-ci, en général, des travaux sont actuellement menés avec plusieurs sociétés dites de conception, des entreprises spécialisées dans ce domaine d'activité. Nous recueillons des propositions pour la construction, nous les évaluons, car il est temps de commencer, puisque la production des coques existe, la mécanique aussi. Dès l'année prochaine, nous passerons déjà à la phase active de production de cet appareil. Nous n'avons absolument pas de temps pour la construction, pas le moindre temps disponible. Il existe actuellement des solutions temporaires qui ont été proposées, mais notre département économique, après une analyse approfondie de leur pertinence et de leur efficacité, les remet sérieusement en question. Je l'ai déjà raconté, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais le répéter. Il existe une technologie de hangar à structure pneumatique qui s'intègre parfaitement ici. Le modèle Nova 2 correspond pratiquement aux dimensions standards de ces hangars car ils sont également conçus pour des avions. Ici, nous étions justement et précisément limités par les dimensions des hangars pour avions. Ici, c'est vraiment facile à comprendre.
On peut également fabriquer des hangars à structure pneumatique pour cet appareil, mais ils seront vraiment plus chers car ils ne sont pas standards, ils seront plus grands. Et encore une fois, ce n'est pas une construction permanente, ce n'est pas un investissement dans un actif. Bien que ce hangar pneumatique, conçu pour être facilement déployable, puisse ensuite être aisément et rapidement transféré au client final qui a spécifiquement besoin de ces appareils, simplement pour les stocker en toute sécurité et les entretenir périodiquement de manière efficace. En somme, il existe une telle solution. Il est évident que tout converge vers la construction. Actuellement, différents types d'Ailing sont à l'étude. Par exemple, pour la production en série de ces appareils spécifiques, on peut construire des bâtiments de dimensions claires et précises, avec des espaces intérieurs bien définis et des fonctions clairement attribuées, etc. Nous avons élaboré un cahier des charges détaillé pour un hangar destiné à la production en série de ces appareils. Il s'agit déjà de grands bâtiments permanents et robustes. Là-bas, il y en a 2 de ceux-ci, 2 de ceux-là, 1 de celui-ci. En somme, différentes combinaisons, 1 de celui-ci, 2 de ceux-là, ou même le suivant, dans lequel ceux-ci sont pendant 2 mois. Nous rassemblons actuellement toutes les offres commerciales, nous évaluons tout cela, elles commencent déjà à arriver. Il est temps déjà, eh bien, je pense qu'à la fin de cette année, il faudra prendre une décision importante aussi dans cette direction. Oui, la nouvelle très attendue que Semyonov annoncera prochainement dans la vidéo est étroitement liée à cette décision cruciale qui nous suffira amplement, encore une de plus, et qui sera déterminante pour l'avenir. Celle-ci est définitive. D'abord, elle est extrêmement utile. Mais pour ces types d'appareils, hélas, même ces appareils suffiront amplement pour de très nombreuses dizaines et des dizaines d'années de fonctionnement. Nous menons des négociations pour savoir où sera construit un grand hangar pour l'assemblage et les essais de cet appareil, voire même de celui-ci. OKIT, zone économique spéciale, cluster aérospatial. Nous avions dit lors de la conférence à l'automne que nous allions y adhérer et nous menons avec eux un travail de projet actif dans cette direction. Il y a là-bas de nombreuses situations différentes, des écueils et autres difficultés. Ce site est donc envisagé comme l'un des plus prometteurs, où il est tout à fait probable que des constructions majeures verront le jour. Mais il y a aussi d'autres options disponibles à Kazan. Par exemple, il y a eu une proposition concrète, car ils en ont également besoin, et encore une autre pour celui-ci, qui n'est pas présent ici. Les dirigeables de nouvelle génération sont nécessaires pour eux en tant que clients potentiels, et en Yakoutie aussi, en tant que clients importants. Peut-être que tout cela se passera là-bas. En tout cas, tout cela est en train d'être analysé et étudié de très près. Mais pour l'instant, nous sommes tous concentrés sur le présent, ici et maintenant, même si nous avançons aussi sur les plans à long terme. Nous avançons, heureusement, tout progresse comme il faut. Eh bien, pour faire court et résumer la situation, c'est probablement l'état actuel et précis du projet, là où nous en sommes exactement dans son développement. L'entreprise compte actuellement environ 65 employés au total, dont les cadres supérieurs et les responsables techniques représentent un pourcentage très faible, voire même indécemment faible, ce qui est une situation notable pour la structure organisationnelle de l'entreprise. La plupart sont des concepteurs, des exécutants, des technologues, des ingénieurs, des opérateurs de machines. Donc, il manque même encore de responsables techniques, je dirais. Les dirigeants doivent un peu courir dans tous les sens. Nous sommes toujours dans nos bureaux à Moscou, sur la Bolshaya Akademitcheskaya, sur 1000 mètres carrés. Ici, il y a un peu plus de 750 mètres carrés. Nous avons aussi pris 2 autres bureaux. Nous avons 300 mètres carrés de production à Lyubertsy et bientôt un nouvel espace dont Semyonov va justement parler. Voilà, en gros, où nous en sommes.
Désolé, je ne vois pas vos commentaires et autres. Nous n'avons pas d'écran ici et je n'ai pas encore sorti mon téléphone. À propos de Dubaï, d'ailleurs, nous allons à une exposition importante. Tout s'est finalement arrangé pour notre participation. À Dubaï, il va y avoir un grand et prestigieux salon international de l'aviation où se représentent absolument toutes les plus grandes et influentes entreprises du secteur aéronautique et spatial du monde entier, représentant l'élite de l'industrie. Ce sera une immense exposition qui aura lieu en novembre. En gros, Aéronova y sera déjà et c'est officiel. Je vais demander qu'on partage le lien dans le chat général. Allez-y, regardez le plan de l'exposition, cherchez le stand Aéronova. C'est une bonne nouvelle, nous avons commencé à nous préparer très activement pour l'exposition. C'est aussi l'une de ces grandes étapes, je dirais même fondamentales, qui approche à grands pas. L'été va bientôt se terminer, le début de l'automne, et hop, nous serons déjà présents à l'exposition. Et le monde entier va entendre parler de nous, les grands acteurs, les gros investisseurs vont nous découvrir, et nous avons de quoi leur montrer. D'ici là, nous aurons encore plus de choses à montrer, à raconter et à présenter nos projets, donc nous abordons cette affaire avec beaucoup de sérieux. Ceux qui seront à Dubaï, passez nous voir, et ceux qui n'avaient pas prévu, prévoyez-le. Dubaï, c'est très loin en avion, même si je parle depuis Moscou, regardez peut-être depuis d'autres endroits. On peut, je pense, être fier du fait qu'un peu plus d'un an après le lancement du projet à partir de zéro, nous serons là, et vous verrez par vous-même qui sera à nos côtés. Nous avons vraiment beaucoup de choses intéressantes à vous montrer, et un événement vraiment génial et exceptionnel nous attend avec une grande impatience. Je me suis souvenu de l'exposition. Le site internet de notre société de production Aéronova a été lancé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est en cours de développement et sera enrichi. Mais il ne s'agit pas du site du projet, c'est bien celui de la société de production. Pour l'instant, je l'appelle tantôt société de production, tantôt bureau d'études. Le site d'Aéronova est désormais en ligne et sera partagé dans le chat. Allez-y, regardez, laissez vos commentaires, vos souhaits, vos suggestions, dites-nous ce que vous aimeriez y voir. Il est évident que le site est conçu pour façonner l'image de l'entreprise sur le marché. Nous sommes actuellement en interaction avec des structures et des départements importants et le site doit être à la hauteur. De plus, il doit aussi répondre aux besoins des clients. Il est évident de savoir qui sont les clients pour ce type d'équipement. Bref, allez-y, intéressez-vous, regardez, réjouissez-vous. Tout cela est fait pour que cette machine se mette en marche. Je parle du business. Alors, je vais maintenant regarder les questions. Écrivez dans les commentaires si ma conférence sur la situation actuelle vous a plu. Je vais lire vos questions. Bonjour. Faut-il s'attendre au premier vol habité en dirigeable en 2026? Oui, il faut s'y attendre. On l'attendait déjà cette année, et si les étoiles s'alignent, peut-être en 2025. Le dirigeable de 35 000 m3, c'est un peu comme le Hindenburg, qui pouvait embarquer 90 personnes avec l'équipage, mais celui-ci pourra en prendre une vingtaine. Les revenus issus des sondes stratosphériques sont passés au second plan. Oui et non. Les clients qui viennent pour la surveillance s'intéressent aussi aux plateformes stratosphériques. En raison de notre lancement révolutionnaire et sans précédent dans la stratosphère,
une initiative qui a pratiquement fait le tour du monde entier, suscitant un intérêt considérable et une attention médiatique internationale. Les grands acteurs et les entités influentes du secteur ont unanimement décidé de s'impliquer activement et de manière significative dans ce domaine émerge et prometteur. Et sur la base de la Boumanka, un travail scientifique très sérieux a été lancé pour la modernisation et l'amélioration des plateformes stratosphériques, un projet d'envergure. Nous avons conclu un accord officiel et formel avec la Boumanka, selon lequel cette activité se déroule naturellement et pleinement en étroite collaboration mutuelle et continue. En réalité, nous n'arrivons pas à suivre, je l'avoue, le processus de communication est mal organisé. Les lancements dans la stratosphère ont lieu, et cela assez fréquemment. Il y en a eu un la semaine dernière, il y en aura un autre la semaine prochaine, mais ils sont tous à vocation scientifique et technique. Bien sûr, ce serait formidable de suivre les progrès, mais tout ce développement vise à ce qu'à la fin de l'été, il y ait justement plusieurs lancements ciblés, aussi bien au nom de la société Aeronova que de la Boumanka elle-même, de façon indépendante. Nous allons lancer des charges utiles dans le but précis de démontrer pleinement l'expérience, afin de poursuivre ensuite son développement commercial et sa mise en œuvre effective. Avec la Boumanka, nous avons compris qu'en réalité, le terrain est vierge et qu'il est un peu plus difficile de développer une direction commerciale que d'assurer le progrès scientifique et technique. Et, pour faire court, nous avons concentré tous nos efforts sur la recherche d'un client. Personne ne met de limite à personne, c'est vraiment un projet commun. Si certains en amènent un, super, si d'autres en amènent un autre, génial. En somme, nous allons aussi présenter le système stratosphérique à Dubaï sur la scène internationale. Je pense que l'intérêt sera au rendez-vous compte tenu de notre expérience actuelle. Le plus important, c'est l'état d'esprit de l'équipe et le niveau de préparation pour la mise en œuvre des projets. Donc, la stratosphère ne reste pas immobile. Combien de Nova 01 ont déjà été commandés? Je ne peux pas le dire, c'est un secret commercial. La conférence était super. Avez-vous discuté suspension cabine? Je n'arrive pas tout à fait à comprendre la question. Est-ce que la cabine doit être suspendue ou bien s'agit-il de certaines suspensions qui devraient être installées sur la cabine? Eh bien, évidemment, tout est discuté. Quand le projet a commencé, quand il a vu le jour, ça fait déjà plus de 4 ans, peut-être même plus. Mais justement, au début, oui, des idées te viennent à l'esprit, tu te dis, on pourrait faire comme ça ou comme ça, il y a plein de façons différentes. Et puis, après avoir travaillé même pas une année entière, il y a tellement de discussions différentes qui ont lieu dans les processus de travail. Les fantasmes qui, auparavant, semblaient être des idées de génie, passent simplement à la trappe comme d'autres solutions, et il n'est même pas forcément. Il vaut mieux juste les jeter. En combien de temps Nova 01 va-t-elle rentabiliser la construction de Nova 2? Tout dépend de la marge avec laquelle on vendra Nova 01. Car il peut y avoir des schémas, et d'ailleurs, il y en a qui se dessinent. Dans des cas, Aeronova peut vendre la Nova 01 directement au consommateur. Ailleurs, Aeronova vendra la Nova 01 à l'entreprise principale qui y installera ensuite une série d'équipements et c'est la Nova qui sera alors vendue au client final. Ici, la marge est d'un type, là-bas d'un autre et ailleurs encore d'un troisième type. La Nova 01 n'a pas été créée dans le but de rentabiliser le développement de la Nova 2, mais si on fait le calcul, environ? Non, je ne vais pas le dire, on va me demander les prix, on a déjà activé le mode secret commercial. Elles ne sont pas conçues pour rentabiliser la Nova 2, mais il est tout à fait possible de le calculer en unités, et même la Nova 2 n'est absolument pas destinée à rentabiliser la Nova 8.
La marge augmente considérablement avec l'appareil, disons la Nova 01 Duel Aerolet 02 par exemple. Par exemple, il existe un marché et sur ce marché, il y a des équipements capables d'accomplir une certaine fonction, comme soulever 50 kg dans les airs et les transporter sur une certaine distance ou rester en vol pendant un certain temps. Ce type d'équipement existe déjà, par exemple avec de petits dirigeables. Oui, même avec ces hélicoptères, disons. Ils existent, n'est-ce pas? Les MIV-8. Et cet équipement a un prix. Il est évident que si tu offres les mêmes fonctions et la même qualité de produit, tu ne peux pas fixer un prix 2 ou 3 fois supérieur au leur. Bon, si tu fabriques toi-même l'appareil au final, mais si tu as des fonctions supplémentaires ou si certaines fonctions sont meilleures, par exemple la qualité ou les caractéristiques, alors tu peux augmenter son prix d'un montant tout à fait prévisible. Et avec les petits appareils, tout est clair, il y a des quadricoptères, vous pouvez chercher sur Google. Bon, à peu près, disons, il peut transporter une charge utile de 50 kg sur une distance considérable de 200 km, ou bien il est capable de maintenir une masse de 50 kg en l'air à une altitude d'environ 1 km pendant une période prolongée de 6 heures, par exemple, ce qui démontre ses capacités impressionnantes. C'est plus simple de ne pas chercher sur Google, il vaut mieux demander à DeepSeek. Un réseau neuronal. Moi, j'aime bien DeepSeek. Il va te proposer des options trouvées sur Internet, tu verras le marché. En gros, en passant en revue différentes options trouvées sur Internet, en examinant toutes les possibilités, on se rend compte que ce petit dirigeable possède des propriétés uniques. Et on peut le vendre, eh bien, beaucoup plus cher que ce qui est actuellement proposé sur le marché. Mais il n'y a pas d'objectif de rentabiliser immédiatement les processus suivants. Tout finira naturellement par devenir rentable, par générer des bénéfices, mais pas sur le moment, pas du genre « on en vend un et on a tout remboursé ». Cela arrivera à ce stade. Il est tout à fait probable qu'avec la production en série, on rembourse vraiment tout ici. Ici aussi, la marge est énorme. C'est un appareil ultra unique. Ici, il y a du profit. On règle l'inclinaison de la cabine pour compenser, etc. Si c'est une cargaison sensible, une suspension spéciale est développée pour la stabilisation. Mais à l'intérieur de la cabine, l'automatisation contrôlera le dirigeable. Prenez le Hindenburg, les passagers étaient tranquillement assis, buvaient leur boisson, les verres restaient sur les tables et il ne se passait rien, et c'était il y a 100 ans. Je pense qu'aujourd'hui, nous volerons plus stable. On a même discuté d'idées encore plus folles, comme celle d'une cabine qui pourrait flotter à l'intérieur du dirigeable. Elle ne serait pas obligée de rester à un endroit, on pourrait faire piloter la structure et décoller à la verticale. Les 23 et 24 août, un festival de l'aérostation aura lieu à Saint-Pétersbourg. 30 aérostats dans le ciel, 12 millions de spectateurs en ville. Uliana, tu entends? Les 23 et 24 août, il y aura un festival de l'aérostation à Saint-Pétersbourg. On devrait participer avec nos appareils? Merci. Et quelles sont à peu près les dimensions exactes de chacun de ces éléments? Je ne voulais pas écrire les dimensions précises. 17 mètres de long, 19 mètres de long, 44 mètres de long, environ 75 mètres de long. Ici, tout fluctue encore considérablement parce que le schéma de conception change un peu et cela peut avoir un impact sur les dimensions finales. Je ne vais même pas écrire à quel point tout fluctue ici. Incroyable, c'est fascinant, merci. Merci. À en juger par les délais du projet, Aeronova,
construit le site directement pour la Nova 35. Je ne peux qu'être d'accord, mais il faut augmenter considérablement le financement. Nous n'avons même pas la possibilité d'économiser. Parce que les générateurs sont achetés ici, les moteurs à haute fréquence et à grande vitesse sont achetés, les matériaux sont achetés, tout ça avance comme ça, l'argent suffit, mais pas pour économiser, et là il va falloir mettre de côté. Aeronova proposera-t-elle la Nova 01 ? Oui. Très probablement, celui-ci offrira davantage de services de type classique. Il est tout à fait possible, avec quelques modifications aussi. Les dirigeables de série seront-ils fabriqués avec un film national ? Bonne question. Nous avons plusieurs entreprises capables, en théorie, de produire un film national. Mais partout, des investissements substantiels dans la production sont absolument nécessaires et il est tout à fait possible que, grâce à notre projet, nous les incitions à investir eux-mêmes dans leurs propres usines pour les moderniser. Il n'en faut pas beaucoup, en réalité, et il n'y a rien de particulièrement compliqué là-dedans, et oui, à ce moment-là, ils seront pleinement capables de produire le matériau de la qualité exacte dont nous avons précisément besoin. Nous sommes déjà en mesure de fournir un cahier des charges précis, presque toute la composition de ce matériau, quelle base, quels additifs, quel type de film, toutes les exigences pour ces matériaux. Il est évident que, si l'on localise tout ensemble, là où ils sont développés et produits. Comme on aime le dire chez nous en ce moment, nous renforçons la souveraineté technologique et nous espérons aussi que cela sera économiquement justifié et pertinent. C'est l'autre face de la médaille. Lorsque tu lances des lignes de production de tissus, il est impératif qu'elles doivent tourner, tourner, tourner sans cesse. Les tissus doivent probablement être produits sur des kilomètres et des kilomètres chaque jour afin que, selon l'approche classique, ces machines soient rentabilisées sur une période de temps raisonnable et ainsi de suite. Mais si, dans l'ensemble, l'entreprise est rentable et qu'il n'y a pas d'objectif purement commercial de tout rentabiliser immédiatement, il est tout à fait possible que nous puissions trouver ensemble une certaine logique économique. Voilà, ce sont pour l'instant toutes les questions que l'on m'a envoyées. Que comptez-vous faire concernant la perméabilité au gaz des enveloppes? Combien de temps l'appareil pourra-t-il rester en l'air? En réalité, même cette enveloppe sur ce dirigeable a montré, du moins pour moi, qu'il n'y a absolument aucun problème de perméabilité au gaz, ni aucun problème de contamination de l'hélium. Tout cela, je ne sais pas vraiment, effectivement. Je peux faire une petite analogie très pertinente. En tant qu'ingénieur technologue en génie mécanique de formation, nous avions des cours comme SPETOC-MASH et ainsi de suite. Et quand tu t'investis vraiment à fond dans un sujet, tu te rends compte, eh bien, que des difficultés inattendues et parfois complexes apparaissent, des obstacles imprévus et tout ça. Quand tu ne les connais pas, tu prends simplement les choses en main et tu fais, et c'est probablement un peu plus simple. Il est clair qu'une sorte de déformation professionnelle s'est probablement aussi formée chez les spécialistes internationaux des dirigeables. Tout le monde s'acharne sur ces mêmes petits détails. En réalité, sur l'ensemble, on ne les voit même pas, ces détails. Mais, comme toujours, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour des raisons obscures, les gens aiment discuter de certains détails et des défauts au lieu de parler de l'utilité et des avantages. Et cette habitude sociale a mené au fait qu'on se pose des questions sur la perméabilité au gaz. Alors que même sur cet appareil, on a parfaitement compris que tout allait bien de ce côté-là. Sur ces tissus-là, ce sera d'autant plus en ordre. Tout va bien concernant la perméabilité au gaz. Oui, l'hélium se salit, il se contamine, disons, en quelque sorte.
La pression partielle, quoi qu'on fasse, ici une portion de certaines molécules, là d'autres, elles veulent quand même pénétrer à l'intérieur, et elles finissent par y arriver avec le temps. Ce n'est pas grave, des systèmes de purification de l'hélium ont été inventés pour ça. Il va se contaminer lentement, puis il sera rapidement purifié et continuera son chemin. Là-bas, aucun problème. Il y a tout un domaine qui travaille là-dessus, je n'ai fait qu'effleurer la surface. Même pour les systèmes de purification de l'hélium, il y a un développement actif. Le développement est en cours, mais les Allemands en ont déjà, c'est cher, etc. Nous avons les compétences pour en créer d'aussi bons. Nous ne voyons aucun problème. Nous créons une version mobile, directement embarquée, relativement petite, qui fonctionnera par petites quantités, compensera la pollution certains volumes. Et une station au sol qui pourra rapidement, en cas d'incident, de fuite ou autre, permettre une purification et un chargement rapide. Nous développons également un tel système. Bien sûr, quand on dit « nous développons », qu'on n'en ait qu'à réfléchir, à formuler le concept, on est déjà allé beaucoup plus loin. Le système de purification de l'hélium est complexe. Nous fabriquons nous-mêmes la majeure partie du système. Il y a des cartouches spéciales, mais il n'y a aucun intérêt à les produire nous-mêmes, décider de fabriquer des microprocesseurs aujourd'hui. À quoi bon? Les cartouches existent déjà, elles ont été sélectionnées, tout l'équipement a été choisi, la technologie du vide aussi. On est déjà parti dans cette direction. Si on parle maintenant de l'aspect scientifique et technique, c'est-à-dire de la recherche scientifique, eh bien, comme on dit ici au laboratoire, il faudrait encore organiser 2 webinaires. J'espère qu'on va bientôt voir sortir de là du contenu vraiment intéressant. C'est déjà passionnant, c'est juste que le processus de tournage est en train de s'organiser. Est-ce qu'il pourrait arriver qu'un gros investisseur des Émirats arabes unis rejoigne le projet? On l'espère. J'espère, et vous aussi, j'en suis sûr. Mais l'investisseur, probablement, on le considérera comme un client pour des appareils spécifiques, on prendra la commande. Comme cela se passe ici, dans le pays, le client fournit le site, nous construisons un hangar sur ce site et nous y assemblons le dirigeable, ce qui est un processus très efficace et bien organisé. Quel intérêt précis Aeronova suscite-t-elle dans d'autres pays du monde? Au tout début de ce projet ambitieux, déjà l'automne dernier, nous avons mené un rapide et préliminaire sondage dans différents pays européens et internationaux. Les pays arabes, les pays asiatiques, l'Indonésie, qui fait aussi partie de l'Asie apparemment, l'Afrique. Il y a de l'intérêt, mais comme partout, comme toujours, c'est du genre « montrez-nous un prototype fonctionnel et prenez tout notre argent ». Pour l'instant, tout est en pause concernant la direction commerciale internationale. Disons que nous ne voulons pas griller nos chances, car en réalité, le marché mondial des offres de dirigeables n'est pas vraiment saturé. Une entreprise propose une deuxième, une troisième, une quatrième, tout le monde promet quelque chose, mais personne ne fait rien. On se dit, faisons-le, et tout le monde viendra de toute façon. C'est cette politique-là. Et ici, en Russie, je n'en parle pas trop non plus, sinon c'est la catastrophe. Je pense qu'après l'exposition aux Émirats arabes unis, nous comprendrons ensemble l'intérêt réel. Bon, s'il n'y a plus de questions. Aidez le projet à se développer. Merci à vous de regarder, de vous intéresser, envoyez la vidéo à quelqu'un, racontez que chez nous, dans le pays, on construit des dirigeables, les gars ne font pas que parler, ils agissent et ils volent. Très bientôt, il sera possible de venir soi-même, de voir comment ils volent. Bon, celui-ci est petit, le prochain, évidemment, toutes les démonstrations du grand dirigeable auront lieu, ainsi que celles de tous les suivants. Si ça vous intéresse, allons-y,
attirons tout le monde autour de nous. Alors, encore une question sur le regonflage de l'enveloppe. Non, en un mois, on n'a pas eu à regonfler une seule fois. La qualité de l'hélium n'a baissé que de quelques dixièmes de %. Pas besoin de regonfler. Bon, j'avoue, on a regonflé une fois, mais tout ça, c'est à cause du matériau de l'enveloppe, il s'étire. Et après l'avoir rempli, travailler avec le ballonnet, voler dessus, la charge a eu un effet, il s'est étiré, a augmenté de volume. On l'a regonflé une fois. C'est tout, la taille de l'enveloppe s'est stabilisée, on n'a plus eu besoin de regonfler. Bon, puisqu'il n'y a plus de questions. J'ai été ravi de vous faire cette petite conférence, de vous éclairer un peu, pour ainsi dire, sur ce qui se passe chez nous. Jeudi prochain, je reviendrai aussi, dans 2 semaines. Pourquoi? Enfin, pas la semaine prochaine, mais dans 1 semaine, venez jeudi, amenez quelqu'un. Ce sera très intéressant, je vous raconterai. Voilà. Merci à tous. On va retourner travailler. Salut à tous. Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble.